la qualité de l'information qu'on va tirer des marchés, ça va déterminer probablement la qualité du rendement qu'on va obtenir. Puis, souvent, notre réflexe en tant qu'investisseur, on va se fier à notre intuition de marché, c'est la psychologie. Puis, en général, quand on parle des investisseurs autonomes, puis certains gestionnaires de portefeuille, bien, ils vont puiser une opinion de marché principalement en fonction de l'actualité. Et c'est là que ça peut être un piège, puis on va illustrer si on recule dans le passé. Puis là, il faut nuancer. Quand on recule dans le passé, on simplifie souvent en prenant quelques éléments clés, puis c'est le cas dans l'exemple que je fais. Mais disons, on est dans les années 50. En tant qu'investisseur, c'est quoi votre psychologie? Ça a été influencé par vos expériences. Vous êtes un investisseur adulte dans les années 50. Probablement, vous avez vécu une décennie qui a été très difficile durant la Grande Dépression. Du moins, vous avez été témoin des conséquences de la spéculation boursière, des conséquences qu'il peut avoir au niveau que les banques monétaires peuvent avoir sur la réalité des gens qui nous entourent. Combiné à ça, après, il y a eu un des pires conflits de toute l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est dans cet état d'esprit-là que vous vous apprêtez à investir. Puis en fait, dans les années 50, c'était une minorité d'épargnants qui investissaient dans la bourse, mais pour l'exercice, imaginez que vous avez ce sentiment-là, vous regardez, votre vision d'investisseur provient de votre expérience qu'on vient de décrire, et là, vous ouvrez les journaux et de quoi on parle? D'un point de vue économique, ça pouvait être un défi parce que le secteur manufacturier avait été propulsé par l'effort de guerre à cette époque-là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on se retrouve dans une situation où, justement, l'économie, après 1945, devait pivoter vers d'autres modèles. Et là, évidemment, ça a eu un impact. L'autre point, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, on a pu voir justement que ça allait être un défi de voir comment tous ces soldats-là allaient être réintégrés dans la société, quel type d'emploi. Puis même au début des années 50, on avait encore beaucoup de questionnements sur cette transition-là, combinée vraiment avec des tensions géopolitiques très élevées. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les gouvernements américains n'avaient jamais été aussi endettés. Dans les pays développés, autant en Europe qu'aux États-Unis, c'était un sommet de niveau de l'endettement à l'époque qu'on avait atteint. Puis, des technologies pouvaient justement amener une certaine innovation, mais beaucoup de gens s'inquiétaient du fait que l'automatisation, les ordinateurs allaient peut-être menacer certains emplois. Donc, dans ce contexte-là, peut-être un investisseur pouvait hésiter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce pessimisme-là était tellement représenté dans le marché qu'en 1950 jusqu'à 1965, la bourse s'est multipliée par 10. Ça a donné un rendement d'environ 16% par année. C'est facile aujourd'hui avec du recul de voir ça, mais on vit dans un environnement qui n'est pas similaire, il faut nuancer, mais on a encore justement un pessimisme actuellement de la part, ou un scepticisme de la part des investisseurs, comme dans les années 50, avec des faits qui devaient se surveiller et être pris au sérieux. Puis aujourd'hui, c'est encore le cas. Et moi, ce qui m'a fait réagir cette semaine, c'est que c'est dans le Globalement, il y avait un article qu'on mentionnait que c'était la fin d'une ère auprès des investisseurs. Puis, même des sources crédibles, ici on parle d'une source de la Banque du Canada qui disait que l'éventualité, c'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle ère qui va changer structurellement le monde de l'investissement parce qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt qui est plus élevé. C'est pas faux. On a des taux d'intérêt plus élevés, puis depuis 40 ans, on vit dans un environnement où on a des baisses de taux depuis toute cette période-là. Évidemment, ça favorise l'inflation des actifs qu'on aide dans l'immobilier jusqu'à la bourse. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle réalité. Premièrement, est-ce que ça va rester? Moi, je dirais, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le savoir. Puis je donne un exemple. Tiff McLean, il y a 3 ans exactement, à l'été de en 2020, disait que les taux d'intérêt, très, très probablement, allaient rester bas parce que l'impact du COVID allait se faire ressentir pendant une longue période. Je ne pense pas qu'il s'imaginait que 12 mois plus tard, il allait procéder à une hausse du taux directeur de 1 qui allait être le début d'une des plus fortes hausses du taux directeur de l'histoire du Canada. Le point, c'est que les membres des banques centrales, tant au Canada qu'ailleurs, font de leur mieux, mais ils vivent vraiment dans un contexte très imprévisible qui est difficile pour eux de calibrer. Donc, je ne pense pas qu'on ferait un meilleur travail, on ne serait pas capable de faire mieux qu'eux, mais la chose qu'on peut remarquer avec ces données-là, c'est que personne ne le sait. Donc, premièrement, est-ce qu'on vit dans une période de grands changements? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on se base sur ce genre de coupure de journaux-là pour faire notre thèse d'investissement, bien, ça se peut qu'on commette des erreurs comme on l'aurait fait dans mon administration durant les années 50. C'est quoi la solution? Bien, c'est d'investir comme d'autres types d'investisseurs. C'est aussi simple que ça. Parce que la bourse, c'est particulier parce que
les gens investissent sur le long terme en bourse. Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que probablement dans les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années, durant toute votre vie, vous allez être un investisseur boursier. Donc, vous allez garder vos positions sur le long terme. Vous allez garder votre exposition à la bourse sur le long terme. Et c'est la même chose qu'on achète de l'immobilier ou une entreprise privée. Demain matin, vous voulez acheter une entreprise privée, si vous avez l'intention de la garder sur le long terme, vous allez tranquillement mettre moins d'importance sur les données à court terme. Donc, oui, le taux d'intérêt, si vous financez votre achat, vous devez le prendre en considération. Puis vous allez poser la question, dans 5 ans, ça va être quoi les taux? Puis vous allez regarder la situation économique. Par contre, si vous savez que vous allez détenir cet actif-là pendant 20-30 ans, vous savez d'emblée, vous ne savez pas quand, mais vous allez vivre une période de récession. Vous allez vivre aussi des périodes de croissance économique et vous allez vivre des surprises, bonnes et mauvaises. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Même chose si vous détenez une propriété immobilière. Vous ne savez jamais ça va être quoi les taux d'intérêt dans 10 ans. Mais pourquoi je parle de ça? C'est que si vous investissez une entreprise privée et vous voulez le garder à long terme, bien, vous allez vous éloigner des questions qu'on vient de souligner. Puis ça va être quoi la qualité des questions que vous allez poser? Vous allez dire, hey, cette entreprise-là, l'équipe de direction qui va rester en place, est-ce qu'elle est talentueuse? Ça fait combien de temps qu'ils sont en place? C'est quoi les marges de profit? Les marges de profit qu'il y a aujourd'hui, ça a-tu été ça dans le passé? Puis ça va-tu être ça dans l'avenir? Puis si on veut prendre l'expansion, ça va venir de où? Puis on a-tu la capacité financière, puis avec les ressources humaines, est-ce qu'on peut implanter plus de technologie? Puis est-ce que ce secteur-là va où dans l'avenir? Est-ce que j'ai des compétiteurs qui peuvent m'accaparer des parts de marché? De plus en plus, ces questions-là vont être précises, ce qui fait que quand vous allez acheter cette entreprise-là, puis vous allez mettre votre propre argent, votre épargne de toute une vie, puis vous allez même prendre la dette, vous allez faire vraiment une analyse en profondeur sur des questions d'importance, plutôt que d'actualité. En bourse, si vous comptez être investi dans le marché pendant d'ici les 20 prochaines années, bien, la qualité de vos questions ou le type de questions doit ressembler à le même genre de questions qu'un investisseur privé doit faire. Donc, si vous investissez dans des produits qui suivent le marché, vous devez être un étudiant du marché et non de l'actualité. Si vous investissez dans des titres boursiers, vous devez analyser ces entreprises-là comme si elles s'étaient privées. Parce que si on veut les garder sur le long terme, sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien, c'est pas le prochain trimestre qui compte, c'est plus de savoir ça va être quoi la direction de l'entreprise, comment je peux m'assurer que c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne vais pas regretter d'avoir acheté cette entreprise-là. Puis le fait de faire ça, ça va ralentir votre processus. Puis quand vous allez acheter une entreprise, vous allez encore plus mûrir votre réflexion. Donc, moi, je fais un parallèle au niveau de l'alimentation. Si l'impact de bien choisir les nutriments qu'on absorbe dans notre corps va déterminer la qualité de la santé qu'on va avoir. De la même chose, la qualité des données qu'on absorbe dans notre esprit, sur différents angles, mais là, on parle de l'investissement, va déterminer la qualité des réflexions qu'on va avoir, la qualité des décisions qu'on va prendre. Puis aujourd'hui, c'est facile, on est inondé de données. Puis si on fait juste premier arrivé, premier servi, sûrement on va s'arrêter à des données d'actualité parce qu'on va être vite saturé. Puis je donne un exemple qui me vient à l'esprit. Moi, c'est un titre qui m'avait, un mouvement boursier qui m'avait marqué, c'était Netflix. L'année dernière, je me rappelle, Netflix avait perdu 200 000 abonnés. C'était au trimestre, c'était à peu près au printemps de 2022. Puis 200 000 en absolu, c'est beaucoup, mais relativement, pour la taille de Netflix, c'était pas nécessairement significatif. C'était pas nécessairement non plus Oui, c'était une surprise, mais je veux dire, on pouvait imaginer cette situation-là dans un monde post-pandémique. Mais là, le marché s'attendait vraiment à une situation catastrophique. Le titre, il a chuté de plus de 35 % Puis ça devait être une perte de valeur en une journée d'à peu près 50 à 100 milliards pour cette donnée-là où le monde anticipait le pire. Mais c'est quoi les données qui étaient importantes? Ça, c'en est une, 200 000 abonnés. Mais quand on regardait les chiffres d'affaires de l'entreprise, ce trimestre-là, le chiffre d'affaires avait augmenté de 5 %. Puis là, il fallait se poser des questions différentes pour tirer des conclusions différentes que ce qu'on pouvait avoir comme sentiment. Parce que c'est sûr que si on s'arrête aux coupures de journaux, puis on voit le titre chuter, premier réflexe, on va vouloir vendre. Puis dans plusieurs cas, ça va être une erreur. Finalement, vous pouvez regarder l'évolution du titre Netflix, mais le titre il a vraiment repris depuis cette période-là. Mais la décision de garder ce titre-là a été probablement déterminante de la part des investisseurs selon l'information qu'ils ont choisi d'assimiler pour prendre leur décision. Est-ce que c'était une décision qui a été prise à la légère? Puis ça se fait souvent parce que vendre une entreprise privée ou vendre un immeuble, il y a de la friction, c'est long, il y a des grosses conséquences. En bourse, c'est tellement facile, mais ça ne devrait pas être la raison pour laquelle on devrait vendre rapidement.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut trouver de la bonne information, si on est un investisseur autonome ou si on a un gestionnaire de portefeuille? Il faudrait y poser des questions pour dire c'est quoi tes données que tu t'assimiles pour prendre tes décisions d'investissement. Puis, entre l'actualité, puis lire un rapport annuel, puis découvrir ce que l'équipe de direction va nous dire, je pense qu'il y a vraiment une nuance. Puis, à force de lire des rapports annuels, puis à force de lire des commentaires de chefs de direction qui ont d'excellentes entreprises, on va tranquillement vraiment identifier des entreprises qui ont un ton, qui ont une couleur, qui ont des bénéfices, qui ont des data qui se distinguent par rapport à la majorité des autres entreprises qu'on retrouve en bourse, parce que ce n'est pas tout ce qui est en bourse qui est nécessairement bon. Aujourd'hui, avec la numérisation, on a accès à des rencontres avec les actionnaires, des présentations de la part de l'équipe de direction. On peut même lire ou assister aux rencontres trimestrielles que les équipes de direction ont avec les analystes. De plus en plus, on a là aussi des congrès en ligne ou des magazines spécialisés sur ce secteur d'activité qui vont vraiment donner un ton qui est différent que d'un article de journal qui va passer en survol une industrie. Et aussi, il faut aussi avoir une pensée, il faut être un penseur, il faut prendre un pas de recul et regarder à 30 000 pieds. Malgré tout ce qui se passe économiquement, il y a toujours des dollars qui se dirigent dans des secteurs d'activité, puis que très probablement ils vont être au rendez-vous encore dans 5 ans. Donc, l'objectif de ce commentaire-là cette semaine que je voulais faire, c'est d'inciter les gens, quand on voit justement des commentaires négatifs dans l'actualité, puis on est un peu inquiet, il ne faut pas minimiser ces commentaires-là parce que des fois, ils vont vraiment jeter la lumière sur des facteurs de risque vraiment à prendre en considération. Mais le point qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui alimente, comment je nourris mon esprit au niveau de ma littératie financière? Est-ce que vraiment je vais chercher les aliments, les informations de meilleure qualité pour assurer de faire de moi le meilleur investisseur qui prend les meilleures décisions? Je vous remercie.